bienvenue parmi nous et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Jean-Pierre et moi, nous allons échanger avec vous sur ce webinaire sur un thème qui nous attire tous, mammites et robots. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire ensemble au cours de ces 30 minutes sur mammites et robots? On va explorer ensemble et démontrer que ça n'est pas une fatalité d'avoir des mammites en système robot. Jean-Pierre va nous reprendre 2-3 éléments importants autour de la mammite, des cellules. On a quelques éléments de physiologie, on va reposer les bases ensemble. Et puis, pour ma part, on discutera ensemble autour de la donnée robot et on va prendre quelques exemples en vidéo des, je dirais, quelques facteurs de risque un peu flagrants qu'on peut observer directement dans vos équipements. Donc voilà le programme des 30 prochaines minutes. Je passe la main à Jean-Pierre qui va pouvoir commencer à échanger directement. Merci Stan. Donc voilà, alors le rappel, les mammites c'est quoi? C'est une inflammation des tissus mammaires qui est due à la pénétration des bactéries par le sphincter, ça c'est déjà important à savoir. C'est évidemment une maladie multifactorielle qui résulte d'un déséquilibre entre les microbes, l'environnement et les vaches. Si on parle de l'infection, 3 scénarios peuvent se produire. Soit on a une guérison spontanée, et si je pousse le bouchon un peu loin, on pourrait dire que toutes les vaches font des mammites tous les jours, mais personne n'y voit rien, la vache se guérit et tout se passe bien. À l'inverse, on a la mammite clinique, c'est la mamite d'aspect colibacillaire, communément appelée, avec des signes généraux, une vache par terre, des laits qui changent de couleur, des températures. Et puis au milieu, on a un match nul, c'est comme au foot, on a un match nul. C'est quand personne ne gagne, il n'y a ni la bactérie ni la vache, personne ne se défend, et on a à ce moment-là des infections subcliniques qui peuvent perdurer longtemps dans le temps. Lorsqu'on parle de bactéries, on a classiquement des bactéries d'environnement et des bactéries de réservoir. Je vais les décrire un peu après. Je vais décrire en tout cas les principales bactéries, ce qu'on appelle les bactéries majeures. Et la bactérie numéro 1 en France aujourd'hui, c'est le Streptococcus uberis. C'est le Streptococcus uberis avec à la fois des symptômes cliniques et des symptômes subcliniques. Une espèce plutôt d'environnement. On va retrouver dans l'environnement, notamment dans les paillots mal entretenus, dans les paillots humides. Mais aussi important aujourd'hui, dans la période qui va arriver, avec un peu de stress thermique, avec des animaux qui vont se regrouper sous des arbres pour se mettre à l'ombre. Elles peuvent aussi être contaminées pendant la phase de pâturage, elles peuvent aussi se contaminer à l'extérieur. Important aussi à savoir sur cette bactérie, c'est qu'elle pénètre pendant la période sèche. Lorsqu'on est confronté à du Streptococcus uberis, ne pas oublier d'aller revoir ses résultats de tarissement, ne pas oublier d'aller voir le logement des vaches taries et de remettre en cause éventuellement ce management des vaches pendant le tarissement. Autre bactérie bien connue dans les bactéries majeures, c'est un gram négatif, c'est le colibacille, avec là des signes, on connaît tous, la mamite clinique, la mamite de type plutôt toxique, donc dans le traitement adapté aussi, avoir ça en fond, on va traiter une toxémie plutôt qu'une bactérie. C'est une bactérie qui se trouve plutôt dans l'environnement, avec beaucoup de mammites dans les 2 premiers mois de la lactation. Et enfin, le Staphylococcus aureus, avec lui des affections plutôt subcliniques, des affections où on ne voit pas grand-chose, et il n'y a pas beaucoup de symptômes, à part un taux cellulaire qui augmente fortement. Important à savoir aussi pour cette bactérie, c'est que la bactérie va se loger loin dans le parenchyme mammaire et souvent elle est bien armée pour se défendre contre les systèmes de défense de la vache par la formation de micro-abcès ou voire de biofilms. Voilà un petit schéma qui résume un peu où se trouvent les bactéries. Elles se trouvent soit pour les colis dans la citerne, soit pour les streptos ici en bordure des lactocytes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Staph aureus vont être plutôt profondément installés dans le parenchyme. Voilà en résumé mes 2 modèles, le modèle mammaire, le modèle réservoir. Avec le modèle mammaire, des comptages cellulaires souvent élevés, peu de mammites cliniques, des conductivités, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont souvent en augmentation, mais plutôt faibles. À l'inverse du modèle environnemental, où on a des comptages cellulaires du temps qui sont plutôt bas, des épisodes souvent regroupés autour du vélage, et avec des conductivités qui augmentent là fortement. Un des problèmes importants en robot, c'est la détection. Quand on est en salle de traite, on a le résultat 2 fois par jour, on a les vaches 2 fois par jour devant les yeux. En robot, des fois, c'est plus compliqué à détecter, c'est plus compliqué à avoir l'alerte. Et le robot nous donne plusieurs renseignements. Stan, vous nous en parlez, la conductivité, la chute de production et les comptages cellulaires. Ne pas oublier évidemment les comptages cellulaires du contrôle laitier, les données du contrôle laitier qui permettent justement de repérer ces vaches
ces vaches, ces mammites subcliniques, elles les repérer suffisamment tôt dans le processus d'infection. Alors Stan va nous parler des différents critères, hein, parce que je pense qu'ils sont à prendre tous les trois et pas que un en particulier. Stan. Merci Jean-Pierre. Alors, en effet, comme Jean-Pierre nous le montrait tout à l'heure, on a beaucoup d'éléments autour de la physiologie et beaucoup de données à analyser. Effectivement, dans la partie du système robot, on va passer d'une analyse, je dirais, plutôt tactile avec les mamelles à une analyse plutôt chiffrée avec la donnée robot. Alors, on change vraiment de modèle et on change de paradigme là-dessus. Un élément intéressant, on va prendre juste deux exemples autour d'un robot Lely, autour d'un robot de Laval. Ce qu'on se rend compte, c'est que vous allez avoir de l'alerting. Vous connaissez tous ces écrans-là, où on a une notion de scoring qui va arriver directement sur vos écrans et sur lequel vous allez avoir une classification des importances de la partie pathologie et qui sera à prendre avec beaucoup d'intérêt, notamment autour de variations de conductivité, de variations de production et d'intervalles. C'est les éléments qui vont être déterminants pour nous. Alors, on parle de conductivité, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette conductivité? Un élément sur lequel on doit tous être d'accord, c'est que derrière une conductivité, on ne peut pas associer une contamination cellulaire précise. La conductivité va nous servir dans l'analyse de l'historique avec une profondeur sur ce qui s'est passé au niveau de l'animal et autant que possible en comparant quartier par quartier. L'exemple que vous allez trouver ici, on a posé ici les 4 conductivités et c'est uniquement par l'analyse de cette profondeur et de cet historique qu'on va être capable de se dire à un moment, attention, j'ai un quartier qui commence à décrocher. Qu'est-ce que j'ai fait quand les alertes sont arrivées? Et c'est plus décroché, c'est une réelle pathologie. Qu'est-ce que je vais avoir confirmé en observation sur ce quartier-là? Donc, ça veut dire que la conductivité, c'est une donnée relativement imprécise, c'est une donnée permanente, et c'est une donnée à utiliser avec toute son historique et qui vous permettra finalement de devenir précis en étant assez réactif. Maintenant, si on ajoute une donnée de taux cellulaire, on a parlé de données de contrôle laitier, la donnée de contrôle laitier, elle est précise, mais elle n'est pas quotidienne. Votre donnée de taux cellulaire en robot, elle peut être un peu moins précise, mais elle est très quotidienne. Et on va récupérer de la puissance par rapport à cet effet quotidien. L'exemple qu'on a ici, c'est de se dire qu'on a une conductivité qui est relativement normale, voire neutre, et à l'inverse, on a une courbe de taux cellulaire qui est complètement irrégulière, mais qui est très chronique. On va l'analyser dans l'autre sens. On va quand même vérifier cette partie de mamelles, lait, test plateau, comme Jean-Pierre nous expliquera tout à l'heure, mais on va aussi se poser des questions autour de l'incidence des circulations. Est-ce que cette vache est en forme et est-ce qu'elle arrive à se déplacer? Encore une fois, mamite, robot, ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas uniquement dû à des germes de réservoir mammaire ou des germes d'environnement. On va avoir des grosses incidences de l'environnement et notamment de la locomotion des animaux. Si je passe sur un autre exemple, et là, vous reconnaîtrez des écrans qui seront plus propres autour d'un robot de Laval, je vais avoir quelque chose d'assez similaire avec une donnée qui est assez fournie, une donnée qui va demander un peu plus de temps, entre guillemets, dans l'analyse de départ. Globalement, nos codes couleurs, je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est important de se dire, c'est que quand c'est vert, tout va bien, jusque-là, pas de surprise. Quand c'est rouge, attention, la dernière traite est en alerte. Et donc, visuellement, on va être capable de se dire, attention, j'ai des points rouges qui sortent ici, pour quelle raison et pour quel niveau? Dans la case, il y a un petit chiffre qui va vous indiquer le nombre de traites en alerte. Ça veut donc dire qu'en tant qu'éleveur, quand on arrive sur ces systèmes-là et qu'on commence à avoir des cases rouges avec des chiffres un peu élevés à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez fait physiquement sur vos vaches? Quelles observations vous aurez posées? S'il n'y en a pas eu de posées, il faut savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait. La case jaune, c'est le piège, c'est une vache en amélioration. La dernière traite n'est plus en alerte, mais au cours des 10 dernières traites, j'ai eu de l'alerte. Cette partie de Laval, à l'inverse de la conductivité, elle a je dirais une donnée calculée qui vous est proposée ici, le MDI. Et là, c'est une donnée qui est calculée à partir de 3 facteurs qui sont la conductivité, la colorimétrie du lait et l'intervalle de traite. En fonction de ces éléments-là, on va être capable de calculer une notion de scoring, un peu ce qu'on a retrouvé tout à l'heure sur l'écran Lely, avec quelques repères, de se dire qu'entre un 5 et un 7, c'est des éléments qui sont déjà observés. Au-delà d'un 7, attention, on est au-devant des problèmes. Donc, ça fera partie des éléments je dirais, à analyser au quotidien dans vos exploitations. On va retrouver sur la partie de Laval, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie Lely, un écran de conductivité quartier par quartier. Et encore une fois, je dirais, peu importe la marque, la couleur de votre robot, la version du logiciel que vous avez, la valeur ajoutée de votre analyse, c'est de comparer les conductivités, les 4 ensemble, quartier par quartier, et dans une profondeur d'historique. Et n'hésitez pas à zoomer sur des éléments dans lesquels nous avons apporté une donnée de contrôle laitier ou une donnée d'analyse cellulaire qui
à montrer un taux anormal sans que vous ayez vu quelque chose de clinique. Et en faisant des focus assez précis, on va se rendre compte, par exemple, sur cet élément-là, que là, on a une chute totale de conductivité sur ce quartier-là. La conséquence, c'est quoi? Un quartier qui n'a pas été branché. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et quel est le niveau de récurrence? Et pour le coup, on descendra soit analyse robot, soit analyse à la vache, en fonction de la pathologie qu'on trouvera. Je repasse la main à Jean-Pierre pour la partie des tests au plateau. Voilà. Une fois que le robot nous a alerté sur la présence éventuelle de taux cellulaire élevé ou d'une mamite, un petit test sympa qui doit se trouver normalement dans toutes les bonnes étapes, c'est le test TIPOL, c'est le leucocyte-test. C'est composé d'un plateau et de réactifs. Voilà. Et c'est très simple à utiliser. Beaucoup de gens trouvent ça compliqué. Moi, je trouve ça très simple. Il y a un niveau. Vous avez un petit niveau là à l'intérieur. Vous mettez la quantité de lait et vous mettez la même quantité de produit. On touille un peu et on regarde la viscosité. Et ça nous donne une bonne idée plutôt du quartier qui est atteint. Et ça nous donne une bonne idée de ce qu'il va falloir faire dessus. Voilà. Autre chose importante aussi en robot, c'est le problème de la contention. Voilà. Le problème de la contention, en salle de traite, c'est facile. En robot, il faut un système de contention. Il faut un système de contention qui soit proche des robots, qui soit facile d'accès, qui soit pour pouvoir travailler en toute sécurité. Avec à disposition, évidemment, un thermomètre. Ça, c'est le BABA. Pour faire un diagnostic, c'est le BABA. Le BABA, éventuellement un bol à fond noir, le testipod dont j'ai parlé, et tout le matériel d'injection qui est à disposition. Parce que là, on va administrer un tube. Alors, quand on administre un tube, on va l'administrer moins de 2 heures après la dernière traite, si elle a été complète. Si ce n'est pas complet, on retrait la vache et puis on la passe dans la contention. Après, on la met évidemment en interdiction de traite pendant une durée de 8 heures, de façon à permettre je reprends mon schéma tout à l'heure, de façon à permettre à l'antibiotique de bien diffuser dans la mamelle et d'atteindre ses cibles. Voilà. Empêcher la traite, évidemment. Évidemment, on va respecter aussi les prescriptions. Respecter les prescriptions, souvent on a la question, ma vache est traite 3, 4 fois, peut-être 5 fois par jour, est-ce que je la soigne 2 fois? Non, c'est prévu dans l'AMM, c'est prévu dans l'AMM du médicament, on la traite 2 fois par jour, et on respecte le délai d'attente qui aujourd'hui, les délais d'attente sont tous calculés en jours. Voilà. Donc, une fois qu'on a... Notre objectif n'est évidemment pas d'avoir des mammites, notre objectif n'est évidemment pas de les soigner, notre objectif, évidemment, c'est d'agir en préventif. Alors, voilà une liste des actions qui peuvent être menées au quotidien ou régulièrement. Je ne vais pas parler de celle du fond, je ne vais pas parler de bâtiment par manque de temps, ni d'alimentation, ni de nourrissement. On va plutôt se concentrer sur le début de l'action pour garder un maximum de vaches saines et ne pas obliger de passer dans le curatif. La première chose, c'est que le robot, c'est un outil, c'est un matériel qui fonctionne 365 jours par an et tous les jours, toute la journée, il consomme 24 heures sur 24. Donc, un peu d'entretien, avec obligatoirement un certi-traite et un opti-traite, au moins une fois par an. Les manchons, les caoutchoucs, les gobelets, tout ça, ça se change. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un truc qu'on fait au hasard comme ça. Il y a des préconisations de constructeurs, on les respecte et on ne se pose pas de questions. On l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de bactéries sont réservoirs, donc sont sur la mamelle, sont sur les trayons. Donc, on va y mettre beaucoup d'hygiène. On va faire attention à tout ce qui est épilage des queues, épilage des mamelles. Ça, c'est aussi très important. En salle de traite, on peut éventuellement renettoyer un peu une mamelle, retravailler un peu l'hygiène de ces mamelles. Pas le robot. Le robot, il ne comprend pas. On lui dit de nettoyer une fois, il nettoie une fois, et puis il passe à la suivante. Donc, attention à l'hygiène des mamelles, attention à l'hygiène des queues. Et puis l'entretien du matériel, un entretien très méticuleux. Stan, je te laisse commenter éventuellement. Ça, ce sont des images qu'on a retrouvées sur des robots. Ce sont des images en réel, on les a pris en robot. Là, vous avez ici la casquette. Le dessous de la casquette, Stan nous montrera ça plus précisément sur son film tout à l'heure. Ça, c'est un filtre qu'on a retrouvé chez un de Laval. Voilà ce qu'on retrouve. Donc, ça s'entretient. Et puis, je parlais d'ailleurs des manchons. De temps en temps, quand vous changez le manchon, vous l'ouvrez, vous regardez un peu comment il s'est comporté. Autre chose importante dans votre travail, c'est l'observation des trayons. Je le répète, un certain nombre de bactéries se retrouvent sur le trayon. Donc, votre rôle aussi au quotidien, c'est d'observer le trayon. Le trayon, c'est l'organe important, c'est la peau du trayon. On va regarder si elle n'est pas déshydratée. On va regarder la présence de crevasses, on va regarder la présence d'ulcères. Vous pourrez éventuellement venir se loger un certain nombre de bactéries. On va regarder aussi les lésions d'hyperkératose, les lésions d'éversion,
de fermeture du sphincter. On va regarder tout ça, on va regarder toutes ces lésions, et on va les regarder tous les jours. Tous les jours, vous observez votre rayon, et dès que vous voyez une déviance par rapport à un état normal, ben vous mettez en place des actions correctives. Après, l'hygiène de traite. Stan, je te passe la parole. Merci Jean-Pierre. Alors, comme Jean-Pierre le précisait tout à l'heure, effectivement, la partie de l'hygiène du crayon, l'hygiène du robot et l'entretien sont des points qui sont assez fondamentaux. Juste pour se donner un élément, un repère, comme Jean-Pierre nous l'a dit tout à l'heure, il nous a parlé de l'OptiTrade, du CertiTrade. Un robot, ça fonctionne en moyenne dans vos exploitations entre 7500 et un peu plus de 8000 heures par an. Je vous laisse faire le comparatif avec vos matériels agricoles. Un matériel qui fait 8000 heures dans la même année, forcément, il va nous demander de l'attention et de l'entretien. Alors, qu'est-ce que nous, on va se prêter au jeu d'aller commenter quelques vidéos et quelques éléments qui sont à observer, qu'on aimerait bien pouvoir échanger avec vous. Là, ce qu'on va regarder, c'est la qualité du brossage pour s'assurer que le brossage est effectué correctement. Et vous allez voir que quand on a les brossages sur les trayons arrière, eh bien, on va avoir un bon contact ici avec les trayons avant qui sont touchés par la caoutchouterie. Et donc, on va détecter ensemble tous les points qui peuvent être des facteurs de contamination. Vous aurez remarqué aussi qu'ici, la casquette, elle est bien posée sur les manchons. On sait tous qu'avec l'âge, les équipements fléchissent un peu. Et donc, du coup, ça veut dire qu'une casquette qui vieillit, elle peut vite avoir tendance à venir se poser sur les manchons. Et encore une fois, Jean-Pierre nous a montré une photo tout à l'heure d'un dessous de casquette. Je vous laisse imaginer ce dessous de casquette une fois qu'il est posé sur le dessus des gobelets qui vont être branchés juste après. Donc, un point d'attention sur les contacts de trayons et les contacts casquettes. On verra ça en plus tout à l'heure. Si on continue sur cet élément-là, il y a un élément majeur dans la gestion de la désinfection au niveau de vos manchons, les lits, c'est le fonctionnement du Pura pour la désinfection vapeur. Alors, vous avez un petit capotage ici qu'il faut retirer pour pouvoir observer. Et on arrive tout de suite en direct sur le Pura. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve le manomètre de contrôle du Pura. Il n'est pas visible si le capot n'est pas démonté. La maintenance nous met souvent des éléments avec un trait ici qui va représenter 4 barres, 4 barres et demie. C'est notre minimum légal, c'est d'avoir 4 barres et demie de pression. Pourquoi on cherche ça? C'est que quand le Pura va fonctionner, il va se vider, la cuve va se vider, la pression va chuter à 0. Si on est trop juste au départ, on aura toujours le doute de savoir si nous sommes trop juste en volume de vapeur utile ou si nous étions juste à la bonne dose pour la désinfection. Donc, un point de repère avant fonctionnement, c'est notre fameux 4 barres et demie. Lavage va se débrancher, on va avoir un lavage ici au niveau du faisceau qui va venir se poser sous le robot et on va regarder quelle est l'observation et quelle sera la réaction de ce qui va se passer directement pendant le fonctionnement du Pura. Donc là, vous voyez ici, on a directement le bras qui va venir se poser sous les G-terces. Et donc là, on va faire deux observations. La première, c'est qu'on commence à observer de la vapeur et c'est important qu'on puisse voir un petit peu de vapeur, on va le voir là. La deuxième, c'est de faire attention à ce qu'on n'en voit pas trop. Parce que la vapeur, c'est un volume limité. Si on en voit trop, on se posera toujours le doute de se dire on n'était pas bien centré sous les G-terces et donc on a une fuite de vapeur. Vous aurez remarqué qu'on était à 4 barres et demie tout à l'heure. Fonctionnement du Pura, le manomètre vient de tomber à 0,5 bar. Ça veut dire qu'on n'est pas à 0, on est juste bien. On sait qu'il nous reste encore une petite réserve de volume et c'est ça qu'on cherche dans le fonctionnement de vos robots. Alors, ça, c'est important de pouvoir vérifier ça quotidiennement et puis d'observer ce fonctionnement-là. C'est des éléments qui sont à faire. Malheureusement, il faut pouvoir décapoter et vérifier ce qui se passe. Alors, dans l'exploitation où on était, on a 4 robots, deux blocs de 2 robots. Et donc, l'avantage, c'est de se dire on va vérifier ça sur tous les robots. C'est là notre plus-value et c'est là votre contrôle d'observation d'éleveur. Pris sur le fait, et là, c'est vraiment un exemple, un cas d'école intéressant, une fuite naissante sur le deuxième Pura qui n'était pas visible au fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on commence à enlever le capot, on se rend compte que le Pura est en train de buller. Malgré tout, quand on fait l'observation manomètre, on a toujours nos 4 barres qui sont présentes ici. Et donc là, pour nous, ça nous semble suffisant. Si on arrête là, on se dit c'est bon. On sait quoi? Ce qu'on sait, c'est que globalement, à 4 barres et demie, on aura assez de fonctionnement de vapeur. Par contre, avec une fuite naissante comme celle-là, c'est au-devant de problème qu'on ne verra pas arriver. Donc, appel à maintenance. Désinfection des brosses, du bras, de la casquette, ça, c'est des éléments qui sont très importants. On a parlé d'un modèle réservoir mammaire staphylocoque. Ça vit très bien sur les caoutchouteries et ça vit beaucoup sous la caoutchouterie de la casquette. N'hésitez pas à la retourner pour vérifier tel qu'on le fait là. C'est un élément qui n'est pas lavé de manière automatique, mais qui demande une désinfection quotidienne, voire plusieurs fois par jour, en fonction de votre modèle épidémiologique. Même chose sur le dessus du bras. On l'a vu tout à l'heure, quand il vient brancher le dessus du bras, il vient toucher les pieds directement la tâche avant de la mamelle. Donc la préconisation faite à l'éleveur, c'est un petit pulvérisation à l'alcalin ou à l'acide, peu importe. Et c'est une désinfection, une petite pulvérisation qui se passe directement sous la casquette.
Et ne pas hésiter, fonction du modèle, à venir désinfecter aussi le capotage du bras qui, lui, peut être en contact avec les animaux. Ça sera important de venir réussir à pulvériser directement dessus. Et là, je vous conseille sur un modèle staphylocoque, voire streptocoque, c'est 2 fois par jour. Quand vous venez faire les petits rinçages robots, les lavages, là, c'est vraiment important de pouvoir le faire. C'est une des clés de contamination croisée possible, la plus importante. La deuxième, c'est le brossage. Pourquoi le brossage? Parce que ces brosses-là, elles vont faire globalement la totalité des brossages. Et donc, une brosse, c'est prévu pour durer 30 000 traites sur la partie Lely. Là, sur ces brosses-là, forcément, on ne le voit pas très bien. À la caméra, je peux toucher mon écran, je ne me rendrai pas compte de la dureté. Par contre, en physique, faites-le, vous vous rendrez bien compte qu'elles peuvent paraître en très bon état et très propres, très blanches. Elles sont devenues très souples et donc elles vont être à changer. Le conseil qui peut être intéressant, c'est de dire faites vivre 2 jeux de brosse en même temps. Toutes les 30 000 traites, on doit changer un jeu de brosse. Quand on en fait vivre 2 simultanément, toutes les 10 000 traites, on enlève ce jeu de brosse-là. On met notre jeu qu'on vient de retirer à tremper dans une solution d'Astril directement pendant 2 à 3 jours. Et ensuite, on laisse sécher et s'égoutter directement. Donc ça, c'est intervertir 2 jeux de brosse en même temps. Toutes les 10 000 traites, on fait une désinfection très profonde avec un trempage pendant 2-3 jours dans une solution d'Astril. C'est plutôt la plus-value, surtout sur du modèle staff, de pouvoir désinfecter et décontaminer très en profondeur. Ça, c'est important. Petit point de vigilance, c'est que quand vos brosses, elles ont fini de tremper au bout de 2 jours, elles doivent être stockées dans un endroit propre et sec. Ne pas poser les brosses au-dessus du robot ou à côté du mur qui encadre le robot, parce que là, c'est tout de suite ni à poussière, ni à contamination, souillure ou éclaboussure, et donc vous allez remonter des brosses qui auraient pu se recontaminer. Ça sera un des points de vigilance qui sera à traiter directement. Petit élément suivant, ça va être la désinfection. Et ce qu'on va chercher à visualiser ensemble sur cette vidéo-là, c'est est-ce que la désinfection des brosses, pour le coup, et du dessus de casquette, elle nous semble faite correctement. Alors là, on va attendre, et puis directement les brosses reviennent. Pulvérisation, Jean-Pierre a notre petite bandelette pour vérifier directement les dosages au niveau de l'acide. On le vérifiera après sur la partie de l'étalon. Et puis, ensuite, on regarde au sol. Visuellement, c'est du contrôle qui est plus qualitatif que quantitatif, mais on voit de la mousse, ça nous semble intéressant. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il part refaire son brossage. Vous voyez tout de suite, quand on brosse les arrières, les manchons avant, du coup, ils sont tout de suite touchés par les éléments de caoutchouterie. Et un élément intéressant dans cet élevage-là, c'est qu'on est en réglage US. Ça veut dire qu'on a 2 brossages avec une désinfection des brosses entre les 2 brossages. Ça va occuper un peu vos robots, mais sur des modèles de contamination type staff, c'est important de pouvoir redésinfecter entre les brossages. C'est un réglage qui est fait par la maintenance. Pensez à leur en parler et observez ensuite quel sera l'impact sur le taux d'occupation du robot. Mais d'un point de vue sanitaire, il y a un vrai intérêt là-dessus. Alors, je change de couleur, mais vous me reconnaîtrez, je serai toujours d'accord avec moi-même sur le commentaire de cette vidéo que je vais vous faire en direct. Ici, en élevage de Laval, on change de couleur, on change de marque. On a pris 2 modèles VMS classiques pour voir quelles sont les observations qui sont à poser sur cet équipement-là. Et encore une fois, on va aller essayer de détecter ensemble les premiers points de contamination possibles, les points de vigilance. Alors, un des premiers, ça va être d'observer la caméra proprement dit. Et vous verrez que sur certains modèles, on peut avoir un vrai dépôt ici de crème qui va se déposer ici. Vincent, qui est producteur de crème, nous dira qu'il préfère l'avoir dans les pots que sur la caméra de ses robots, et nous, on lui dira la même chose. C'est important de vérifier ça. Des dépôts de crème qui sont ici, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on vient brancher les trayons arrière, les trayons avant viennent toucher ici et viennent se poser. Et donc ça, c'est des germes, c'est des nids à germes qui sont vraiment importants de contrôler, de maîtriser, qui sont assez discrets au quotidien dans vos robots. On ne les voit pas forcément toujours. Donc, un point de vigilance là-dessus. Le deuxième qui sera important, ça va être de vérifier ce qu'on appelle le backflush. Le backflush, c'est le rinçage de la totalité des manchons directement après la traite. Donc là, moi, j'ai mis le robot en parking, je lance un backflush. Et ce que je veux observer ici, c'est que visuellement, j'ai assez d'eau. J'ai assez d'eau en extérieur qui viennent faire la désinfection, le rinçage, je dirais, global des manchons à l'extérieur et des équipements et des gobelets. Ensuite, on mesurera ensemble le volume d'eau à l'intérieur. On va le voir tout à l'heure. Le deuxième point de vigilance, ça va être directement sur le faisceau du manchon trayeur et du manchon laveur. Celui-là, vérifier qu'on a la petite épissure avec le tuyau de désinfection qui rentre bien directement dedans. Ça, on a encore quelques vieux robots qui peuvent fonctionner sans ça ou avec des tuyaux, des petites épissures qui sont abîmées. C'est par ce petit tuyau rajouté par la maintenance que la désinfection vient se faire dans le manchon laveur. Ce gobelet laveur, rappelons-nous, il fait 100% des trayons pour 100% des traites. Ensuite, on va vérifier le volume d'eau au backflush. Et donc là, on va aller derrière le robot, on va démonter un petit tuyau et on va lancer manuellement un backflush. Notre objectif, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir suffisamment d'eau avec du peroxyde à l'intérieur pour avoir une désinfection suffisamment en profondeur des manchons trayeurs directement. Notre objectif, c'est quoi?
c'est 100-150 ml d'eau par quartier. Donc ça veut dire que globalement, pour nos 4 quartiers, on va aller chercher à peu de choses près 1 demi-litre pour schématiser le volume d'eau. Donc là, je pose ma bouteille, je lance le backflush et puis j'observe qu'est-ce qui se passe pour récupérer le volume. Première observation, c'est une eau qui est très mousseuse. Ça, c'est encore une fois plus qualitatif que quantitatif, mais ça me permet de me dire j'ai du peroxyde qui traîne dans cette eau-là, ça me va. Et ensuite, je prends une bouteille d'1,5 litre, je regarde quel est le volume. Globalement, j'ai 1 demi-litre au bas. Ça me semble cohérent dans un premier niveau d'observation. On pourra pousser plus les questions de volume, mais d'un premier point, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pareil, en production, en ferme, quand on a les pieds dans les bottes, on pince la bouteille pour sentir ce qui se passe et on va déjà avoir une idée s'il y a présence ou pas de peroxyde. À ce stade, ça ne nous dira pas si on en a suffisamment, mais déjà, on verra si on a une présence de produit directement dans l'équipement. Ici, 2 robots de traite. Donc, forcément, opération à répéter 2 fois. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer. Et puis, moi, j'avais qu'une seule bouteille pour comparer le contenant. Donc, du coup, je pose bien mon doigt pour vérifier et repérer que j'ai toujours mon millilitre. Et puis, je vais aller prendre le volume du backflush du deuxième robot. Et je vais quand même, comme ça, pouvoir comparer est-ce que les 2 robots fonctionnent sensiblement de la même manière, est-ce que j'ai le même volume d'eau désinfectante dans les 2 équipements. Alors, on va le voir ici, le résultat. J'étais un petit peu au-dessus sur le premier, je suis un tout petit peu en dessous sur le deuxième, mais on est toujours dans une cohérence d'environ 1 millilitre. Donc, à observer, à vérifier avec un peu de longueur dans le temps, répétez cette observation plusieurs fois. Ne le faites pas qu'une seule fois sur les 2 robots, il faut le faire 2 ou 3 fois pour vérifier la répétabilité. Mais encore une fois, ça nous permet de le vérifier. Et puis, on parle de la caoutchouterie, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, le modèle de Laval, on a, comme on le voit sur la vidéo, des manchons qui ont la tête à l'envers, avec une grande longueur de tuyau. Et une des contaminations possibles qu'on rencontre, c'est des retours de lait d'écoulement, c'est de l'égouttage de tuyaux qui redescend directement dans vos manchons. Vous voyez, j'ai 1,50 m de tuyau et je peux avoir un petit égouttage de lait qui finit par redescendre ici. Et sur des robots non saturés qui ont beaucoup de temps entre les traites, quelques gouttes de lait ont le temps de redescendre. Alors ça veut dire quoi quand ça redescend? Ça veut dire que la désinfection que vous avez pu faire avant, elle est caduque une fois que le lait d'une vache, par exemple, chargée de staph est redescendu dedans. N'hésitez pas à mettre le doigt à l'intérieur des manchons et vérifier qu'on n'ait pas une trace de lait résiduel. C'est un élément qu'on a observé dans cette exploitation-là il y a quelques mois. Et donc, pour ce faire, on a augmenté la durée de vide eau après décrochage. À quoi ça sert du vide eau après décrochage? C'est pour aspirer et assécher le manchon. Et donc, plutôt que d'avoir 4 secondes de vide eau, on est passé à 7 secondes et on assèche plus longtemps le tuyau. Et depuis, nous n'avons plus ce phénomène d'égouttage qui redescend sur un robot qui aurait du temps et qui ne trairait pas complètement tous les jours. Donc voilà les quelques premiers éléments qui sont observés, des choses que vous pouvez faire facilement dans vos exploitations. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à faire. Le dernier point autour de la pulvérisation en robot, c'est le post-trempage. Alors, disons-le ensemble, le post-trempage en robot, ce n'est pas son point fort. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se le dire. Pour quelle bonne raison? La première, c'est que la diversité des produits d'un point de vue filmogène, elle est peu importante. Même si aujourd'hui, on a des produits sur le marché qui ont apporté ces 6-12 derniers mois des vraies évolutions de produits filmogènes. Et on a aussi des robots qui ont évolué dans leur mode de fonctionnement. On a une meilleure désinfection. Ça reste, ceci dit, un des points relativement sensibles et fragiles sur le système robot. Donc, ce n'est pas par le produit post-trempage qu'on va convaincre et qu'on va combattre une infection dans vos systèmes. Jean-Pierre, je te passe la main pour la suite. Merci Stan. Donc, on va conclure par les dernières observations qu'on peut faire. Et on a beaucoup parlé du tarissement. J'ai parlé tout à l'heure du tarissement sur les streptocoques, j'ai parlé du tarissement sur les staphylocoques. Donc, 2 paramètres à surveiller au quotidien dans vos exploitations, régulièrement dans vos exploitations, de suivi, c'est le taux de guérison. C'est-à-dire que les vaches qui étaient potentiellement hautes en cellules, comment est-ce qu'elles se sont comportées pendant mon tarissement? Et à l'inverse, j'ai eu des vaches au tarissement, elles étaient saines, et comment est-ce qu'elles se sont comportées pendant mon tarissement? Ça va être des 2 paramètres à surveiller régulièrement, à surveiller tout le temps, pour être sûr que cette partie de tarissement, ne dévie pas et que les résultats ne dévient pas. Enfin, pour conclure, on va arriver sur la vaccination, une question qui nous est souvent posée sur la vaccination. Est-ce qu'il faut vacciner ou pas? Je dirais pourquoi pas, pourquoi pas. On est bien mis, d'ailleurs, aujourd'hui, l'actualité nous rappelle l'intérêt de la vaccination, mais pas de vaccination sans geste barrière, je dirais. Pas de vaccination sans geste barrière, ou en tout cas pas au début. C'est un investissement important pour les vaches, ça va représenter 25 à 30 euros par vache par an. Donc c'est un investissement en temps et en argent qui est important. Donc pas de vaccination sans tous les gestes au quotidien, sans le bon réglage de l'appareil, sans tous les gestes au quotidien qui sont faits, qui doivent être faits. Alors voilà.
Donc, merci pour votre écoute et nous sommes là pour, voilà, donc vous avez ici le robot bien réglé, hein, et le lavage chez l'éleveur qui sont assez zen d'ailleurs, hein, qui sont assez zen. Voilà, Stan et moi sommes à disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Pierre et Stanislas pour cette intervention très pratico-pratique. Je pense qu'il sera apprécié par nos participants. Voilà, je vois des petits pouces. Voilà. Merci à vous. Petit rappel, Aurélie nous l'a précisé dans le chat, vous pouvez revisionner cette vidéo via le site Littoral Normand avec le lien qui a été mis par Aurélie qui va vous rediriger vers YouTube. Voilà, un petit merci quand même à tous les gens qui viennent de nous rejoindre. On retrouve aussi les mêmes personnes. Merci à eux. Merci aussi aux salariés qui aussi se connectent régulièrement. Encore des petits cœurs. Voilà. On passe aux questions. Alors, une question encore pratico-pratique. Que pensez-vous de l'utilisation des obturateurs? Alors, je vous laisse le choix de la personne qui répond, ou le vétérinaire, ou le spécialiste robot. Je vais répondre. Je vais laisser Jean-Pierre. Je vais répondre. Ça tombe bien, c'est en rapport avec comment dire, avec ce que je disais tout à l'heure sur le tarissement. Le tarissement, c'est une période importante dans la vie de la vache. Donc, lorsque les résultats ne sont pas bons, notamment les nouvelles contaminations, lorsqu'on a trop de nouvelles contaminations dans le tarissement, ou lorsque le milieu dans le logement des vaches tarines n'est pas très sécure, ben oui, je suis tout à fait pour l'utilisation des obturateurs. Attention aussi, rapprochez-vous de vos conseillers, rapprochez-vous de vos vétérinaires pour la bonne application de ces obturateurs. Hein. Il y a une petite technique à prendre, hein. C'est assez simple, mais il y a une petite technique à prendre. Et aussi attention au premier jet, à la première fois où on va traire la vache. Là, souvent, on a en robot notamment des soucis de tuyaux, de petits tuyaux qui s'obstruent parce qu'il y a des bouts d'obturateurs qui passent à travers les tuyaux. Donc attention aussi à la façon dont vous retirez l'obturateur. Voilà, rapprochez-vous de vos conseillers et de vos vétérinaires et ils vous expliqueront ça très très bien. Très bien, je pense que c'est encore une question pour toi, Jean-Pierre. Une question de Myriam. Combien de jours de lactation pour une infection due au tarissement? Répète un peu la question. Combien de jours de lactation pour une infection due au tarissement? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Selon le modèle où on va avoir un modèle plutôt coli, où on aura plutôt, là, ce sera, je vais dire, dans les jours ou dans les semaines très proches du veinage, où on va avoir les mammites. Hein. Mais dans les mammites à streptocoque, hein, où la contamination se fait pendant toute la durée du tarissement, on peut avoir des mammites qui apparaissent beaucoup plus tard dans la lactation, hein, qui apparaissent passé le pic de lactation, dans les 100 voire 150 premiers jours. Donc ça, c'est une bonne question. On peut avoir, notamment sur les modèles à strepto, des mammites qui apparaissent beaucoup plus tard dans la lactation, c'est-à-dire après le pic de lactation, après les 2 premiers mois et sur les 100 premiers jours. Très bien, merci Jean-Pierre. Je pense que c'est une question pour Stanislas. Quelle est votre recommandation sur les analyseurs de cellules sur robot? Les vendeurs ne les mettent pas systématiquement. Donc, c'est aussi une bonne question et je vais y répondre avec le plus de neutralité possible. L'analyseur à cellules, il va servir à quoi? Ce qui est important, c'est pourquoi vous pourriez acheter ça et pourquoi faire. Aujourd'hui, l'analyseur à cellules, il va vous avertir, il va vous donner la cartographie quotidienne. Alors, ça peut être rassurant, mais c'est pour autant pas lui qui va vous aider à régler le problème. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que analyser les cellules, oui, ça n'empêche que la fréquence des taux cellulaires ne doit pas vous mettre dans une situation où vous allez plutôt gérer les vaches qui vont se contaminer plutôt que de gérer la source de la contamination. C'est ça le risque. Et donc, fonction des modèles et des exploitations dans lesquelles vous êtes, très clairement, il y a des exploitations sur lesquelles vous amortirez pas le coût d'un analyseur à cellules parce que vous êtes sur des situations qui sont très saines, très propre, avec la totalité du préventif qui est géré en amont. Après, dans le pilotage quotidien de l'exploitation, c'est un élément de confort qui est assez intéressant. Moi, je le reconnais que ça reste assez intéressant. Ceci dit, attention, il y a beaucoup d'études qui ont montré, notamment une étude hollandaise qui a montré il y a une petite dizaine d'années que plus on apportait de données dans un élevage, plus on automatisait et en général, plus on avait un risque de dégrader les résultats. Donc, avoir des données, avoir des résultats, oui,
mais il ne faut pas se cacher derrière pour dire j'attends la donnée suivante. Il faut vraiment agir et interagir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je suis un peu consensuel, mais c'est plutôt l'idée de se dire il faut aller chercher la source et pas traiter la conséquence. N'oubliez pas aussi sur ce genre d'équipement de les paramétrer, de les paramétrer régulièrement pour ne pas avoir des déviations. Jean-Pierre, on ne te voit pas. C'est pour ça que Stanislas te fait signe de revenir. On m'a bien entendu, je pense. N'oubliez pas de les paramétrer aussi régulièrement pour éviter d'avoir, entre guillemets, de faux résultats. Ouais, Jean-Pierre a raison. Pour rajouter un élément sur la donnée qui est produite, on a, je dirais, deux modes. Ce qu'il faut se dire, c'est que la donnée contrôle laitier, pour prendre un peu ce référentiel-là, c'est un mode laboratoire avec une analyse sur des analyseurs qui sont vraiment vérifiés en permanence et une analyse d'une précision importante. Et on va retrouver deux modes d'analyse dans les systèmes robots. Soit une estimation. Globalement, les estimations qu'on va retrouver en système robot, on a parlé du test leucocyte. Donc, c'est un leucocyte test automatisé traduit en chiffres. C'est plutôt cet élément-là. Ça a une précision moins bonne. Par contre, vous l'avez tout le temps. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. L'autre modèle qu'on peut trouver en système robot est plutôt sur la partie de l'aval, par exemple. C'est une analyse qui est plutôt visuelle, type caméra. Et là, on a un comptage qui est relativement précis, qui est très précis, qui est assez proche de ce que nous, on peut faire dans les systèmes labo, et donc qui est plutôt très propre. Attention, les deux demandent des précautions d'usage, notamment d'entretien. Sur une partie, je vais dire plutôt l'ELI, par exemple, MQCC, on a une partie d'entretien, notamment dans la qualité des dosages, des duretés de l'eau. Des eaux très dures amènent des différences d'analyse. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, plutôt faites vos mélanges à l'eau distillée. Sur une partie de l'aval, il y a un peu d'étalonnage à faire. Et encore une fois, on peut faire de l'analyse manuelle sur un OCC de l'aval. Donc, faites fonctionner, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre backflush, faites fonctionner vos OCC en mode manuel et testez pour étalonner et vérifier que la totalité de vos robots produit la même donnée. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets sur du 3-4 robots. Ça veut dire qu'une vache qui passe sur un premier robot qui n'analyse pas de la même manière que sur le quatrième, eh ben vous serez perdu et vous perdrez en efficacité dans le pilotage. Merci Stanislas. Une question de Romain. Les vaches à cellules avec des échecs de traite réguliers peuvent être problématiques. Ce sont finalement des vaches stimulées mais non branchées et qui perdent leur lait. Comment gérer ce problème ? Alors, effectivement, les vaches en échec, alors je dirais le problème de l'échec de traite sur le système robot, il faut prendre un petit peu un peu de recul et un peu d'historique dans son analyse. Il y a deux éléments qui sont à croiser. D'abord, l'effet machine. Est-ce que vous retrouvez l'échec par rapport à un robot parmi les autres robots de l'exploitation ou pas? Et après, l'effet cause. Est-ce que vous trouvez de l'échec pour des temps de traite, des temps morts, des échecs de branchement, etc. Et là, ça va nous permettre de lever, je dirais, tout le côté machine. Ensuite, on va avoir la récurrence animale. Là, on va trier par animaux en échec et on va regarder si effectivement on a une ou deux vaches qui sortent en permanence dedans. Alors, ces vaches qui sont en échec, effectivement, elles posent problème parce qu'après la stimulation, on peut avoir du lait qui part et des sphincters ouverts. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Il faut réussir à analyser la vache, de savoir pourquoi elle tombe en échec. Est-ce que c'est un défaut de cartographie de mamelle, entre guillemets, une mamelle qui est mal conformée et qui, pour souvent, va demander à avoir une mamelle plus remplie pour avoir une mamelle beaucoup plus, je dirais, tendue et facile à brancher, auquel cas, on va plutôt traiter ces éléments-là par des intervalles de traite, et il ne sera pas rare de remettre ces vaches-là en 2 traites par jour, et ne pas aller chercher à les traire souvent, puisque c'est des mamelles difficiles à brancher. On voit souvent l'exemple avec des ligaments qui ont été sélectionnés longtemps et des trayons croisés qui sont souvent un peu difficiles à brancher. Quand on va commencer à monter sur du 10, 12, 14 heures de lait, on va commencer à écarter. On ne va pas les mettre à l'opposé, mais on écartera suffisamment pour réussir à brancher. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième, ça peut être des vaches qui sont, je dirais, un peu nerveuses, qui bougent beaucoup. Alors là, il faudra vérifier la contention dans la stalle. Est-ce qu'on peut réduire la place à l'auge ou pas? Avec un petit bémol ou une attention, c'est qu'on a des fois tendance à dire une vache qui bouge, je vais la serrer au maximum pour qu'elle arrête de bouger. C'est des fois l'effet inverse. Plus je serre la vache et plus j'ai tendance à la mettre dans l'inconfort. Nous-mêmes, quand dans nos voitures, on est dans l'inconfort, on bouge tout le temps pour réussir à trouver une position moins douloureuse. Une vache qui est trop serrée dans une stalle robot, eh ben, si elle est en inconfort et qu'elle a des points de pression qui la gênent, elle va bouger en permanence pour réussir à se détendre. Et donc, faites attention, c'est des éléments qu'on trouve et qu'on observe, des vaches qui sont en échec de branchement parce qu'elles sont trop serrées et puis elles cherchent à bouger. C'est des éléments qui sont fréquents, qu'on trouve aujourd'hui dans des troupeaux qui vont être multiraces. Et je vais prendre quelques extrêmes avec de la Montbéliarde, de la Jersiaise qu'on peut trouver à travers. Et bien là, on va arriver à certaines limites de réglage. Il faut penser à vraiment vérifier ce réglage-là dans vos troupeaux. La dernière solution,
c'est pas la meilleure, c'est la plus radicale. Une vache qui est en permanence en échec parce qu'elle a une mamelle trop difficile ou parce qu'elle tape et bouge beaucoup, bah, soit on peut la mettre dans un autre système plutôt que le système robotisé, ou soit effectivement on va lui trouver une autre destination de carrière. Merci Stanislas pour cette réponse. Elisa nous pose une question. Les résultats d'une vache au compteur cellulaire sont différents d'un jour à l'autre. Est-ce le début d'une infection? Elle passe de 100 000, 450 000, voire 1 million. C'est une bonne question, Elisa, et je dirais pour avoir été dans l'analyse de lait pendant une paire d'années, vous savez bien de quoi vous parlez. Un élément important à avoir là-dessus, c'est comme vous le dites, les taux cellulaires varient énormément. C'est un des éléments sur lequel je mettais une précaution tout à l'heure sur la disponibilité d'une donnée cellulaire tous les jours. Pour la simple et bonne raison qu'elle peut bouger beaucoup et à la fin, vous ne savez plus quand est une alerte, quand ça n'est plus une alerte. Je vais prendre un exemple de données sur certains constructeurs. Vous n'avez pas la donnée brute qui est affichée à l'analyse, mais une donnée moyennée sur 3 jours glissants, qui va vous permettre de lisser un peu ce phénomène d'augmentation. Ça n'empêche que quand on va trouver une variation cellulaire, une vache qu'on va trouver à 100, 150 000 cellules pendant 2-3 traites, 2-3 jours, et puis qui va monter à 1 million et va redescendre à 200 000, c'est un peu l'exemple du graphique qu'on a vu tout à l'heure où la courbe de taux cellulaire était très variante. Mais il faut quand même se poser plusieurs questions. D'abord, la question physiologique. Est-ce que cette vache-là a énormément perdu en production? Est-ce qu'elle est tombée en chaleur? On voit ces éléments-là qu'on voit plus dans les systèmes robots où effectivement, quand on a la donnée, on s'aperçoit que la chaleur, la vache passe pas, elle mange peu, elle perd en lait, elle explose en taux cellulaire. Ensuite, on va avoir des éléments de locomotion, des vaches qui passent à intervalles irréguliers. Donc, des vaches qui vont vous amener des taux cellulaires irréguliers, vérifiez l'intervalle de traite. Est-ce que vous êtes sur des intervalles de traite qui sont toujours réguliers et auquel cas, ce n'est pas un souci de locomotion, il va falloir aller creuser plus loin, ou est-ce que votre vache a des intervalles irréguliers et on va mettre ça sur ce phénomène-là parce qu'on le voit réellement en robot, une vache qui passe toutes les 7 heures, qui pour X ou Y raison passe au bout de 15 heures, le taux cellulaire de cette traite-là est souvent mauvais. Si tout est régulier, que la vache n'est pas en chaleur, qu'elle passe bien correctement et qu'on a encore des variations cellulaires, à ce tarif-là, effectivement, on va commencer à se poser la question de la qualité de la traite, c'est-à-dire est-ce qu'on a des échecs, est-ce qu'on a des difficultés de branchement, est-ce que c'est une vache qui est traite correctement? Romain nous a posé la question tout à l'heure, c'est aussi des éléments qu'on trouve sur ces vaches en échec. Et ensuite, on va se dire, effectivement, test au plateau, tests locaux, est-ce que je vois quelque chose physiologiquement? J'ai tendance à dire, pour ma part, qu'une première alerte, un taux cellulaire qui monte, je sais que je vais en avoir un autre à la traite suivante, ou une conductivité à la traite suivante. Je vais attendre la deuxième. À la deuxième, si j'ai confirmation, à la deuxième traite, si j'ai confirmation, j'interviens dans le bâtiment, je vais voir la vache. Et Jean-Pierre nous a parlé de la contention, c'est hyper important parce que si c'est confortable, je peux contentionner facilement et intervenir dessus. Si vous attendez trop longtemps, il est probable que vous confirmiez l'alerte, mais trop tard. Et derrière, les taux de guérison vont chuter très fortement quand on va traiter tardivement. Voilà. Pour répondre à la question, tout à l'heure, je disais à Florent Boutard, toutes les vaches font des mammites tous les jours. Et voilà typiquement l'expression, vous avez des vaches qui montent sur un contrôle, qui montent très haut en cellule, mais qui le lendemain sont descendues tout à fait normalement. On a aussi ces vaches qui font des yo-yo. Hein, dans les modèles staff, par exemple, c'est connu. Alors, on a ces vaches qui font des yo-yo et qui, toutes les 15 jours, 3 semaines, nous font une petite montée de cellules. Ça veut dire qu'il y a probablement dans le parenchyme mammaire profondément, il y a un biofilm, il y a un micro-abcès qui relargue régulièrement des staphes dans la mamelle et qui engendre une réaction de défense de la mamelle avec une montée de cellules. Merci. Encore une question avant que le président nous rejoigne pour clôturer cette séance. Il est 13h04. On a une séance qui va commencer à 13h15. Donc, on va être pris par le temps, mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est très interactif avec les participants et c'est très agréable. Une question de Dany. Après la période de traitement d'une mamite, faut-il augmenter le nombre de traites par jour jusqu'à la fin de séparation du lait pour augmenter les chances de guérison? C'est une bonne question. Encore une bonne question. Et forcément, quand on a les pieds dans les bottes, on se pose tous cette question-là. Alors, 2 éléments qui sont intéressants autour de la fréquence de traite. D'abord, avant de lancer le traitement. Jean-Pierre nous l'a dit, on a certaines situations où on a un match nul dans les infections, mais on voit quand même, comme Elisa nous l'a posé comme question, des augmentations de taux cellulaires. Une part des éleveurs augmente la fréquence de traite avant et dès les premières alertes pour vidanger, et vidanger un peu plus. C'est un élément intéressant. Le deuxième, certains robots le font en automatique, d'autres éleveurs le font en manuel, c'est de retarder le décrochage sur des vaches qui sont en alerte pour vraiment traire en profondeur sans tomber dans la surtraite. C'est ça qui est important. Après la période de mamite, faut-il traire plus ou pas? La question, elle est plutôt bonne sur cet élément-là. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est fonction de vos observations, Dany.
Si vous observez que l'état sanitaire et l'état physiologique de votre rayon le supportent, ça peut être intéressant. Attention, au-delà de 3, surtout 4 traites, ne jamais dépasser 4 traites par jour. 4 traites par jour, c'est une traite toutes les 6 heures. En 6 heures, un sphincter ne peut pas se refermer. Ce qui veut dire que vous aurez des sphincters qui seront toujours ouverts en permanence sur vos animaux. Passer sur du 2 traites et demi, 3 traites après une période de traitement, ça peut être intéressant pour stimuler, je dirais, vidanger la mamelle, mais il y a un risque fort d'avoir, je dirais, de blesser votre rayon avec des éversions de sphincter ou des anneaux de compression. Et pour le coup, vous ferez, je dirais, pire que mieux. Donc, je suis un peu plus partisan d'avoir des décrochages un peu retardés sur des vaches comme ça pour s'assurer qu'on vidange bien les mamelles, suivre la vache un peu de près. S'il y a une augmentation de la fréquence de traite, il faut qu'elle soit quand même relativement légère parce que si vous tenez ça par exemple 7 jours, le 8e jour, cette vache-là, de 3 traites par jour, elle va retomber brutalement peut-être à 2,2, 2,3. Et ça veut dire qu'au 8e jour, on va avoir des intervalles de traite un peu élevés. Ça risque d'être aussi un peu délicat pour elle. Donc, il faut vraiment mesurer le pour et le contre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va préconiser en tant que tel dans les élevages, je dirais après une période de mamite. C'est plutôt quelque chose qu'on vous préconiserait avant de lancer un traitement, je dirais pour essayer d'aller gérer un peu d'auto-guérison et de l'efficacité là-dessus. Merci Stanislas. Je vois que les questions… Vincent, tu peux nous rejoindre. Tu avais une question. Tu vas pouvoir poser la question en direct. Oui, merci Benoît. Oui, la petite question que j'avais, c'est concernant les médecines complémentaires. Est-ce que ça fonctionne aussi bien en robot qu'en traite traditionnelle ou mieux, je ne sais pas. Donc, quel est ton avis? Alors, moi, je vais donner le mien et je vais laisser le vétérinaire parler. Le mien, j'ai tendance à me dire qu'une vache reste une vache, qu'elle soit traite à la main, en salle de traite ou en robot. Et donc, c'est un premier niveau de réponse. Pour ma part, ça fonctionne. Jean-Pierre, je te laisse y aller. Je vais continuer exactement sur ce que tu viens de dire, Stan. Une vache, c'est une vache. Un traitement, c'est un traitement, qu'il soit en médecine complémentaire ou en médecine traditionnelle, c'est un traitement. Il marche. Ça dépend dans quelles conditions on le met en place. Ça dépend la pathologie qu'on a en face et les conditions dont on met le traitement en face. Je ne pense pas qu'on puisse faire une grosse différence entre les médecines complémentaires et les médecines traditionnelles. Voilà, c'est un traitement. Un traitement, c'est fait pour répondre à une problématique et ça dépend plutôt de la problématique qu'on a en face de nous et de la façon dont on met en place le traitement. Un des éléments intéressants, et pour finaliser là-dessus, c'est ce qu'on a répondu avec Dany tout à l'heure, c'est de se dire que l'avantage du robot, ça ne va pas être son efficacité en fonction d'une méthode ou d'une médecine, ça va plutôt être la capacité à agir vite avant de voir les signes cliniques et d'agir avec plus de souplesse, je dirais, de donner un peu plus de fréquence de traite avant. Et c'est, je dirais, la combinaison de ces éléments-là qui fait qu'on peut aller chercher des très bonnes réussites en médecine complémentaire parce qu'on arrive à détecter des choses ou à essayer des choses avant l'apparition de signes cliniques. Et c'est plutôt là le facteur clé de succès du système robot en médecine complémentaire plus que la machine en tant que telle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.